Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de Monday Night Raw, l'épisode du 5 février 2024. Un show qui était extrêmement attendu par rapport à ce qui s'est passé pendant tout le week-end, c'est-à-dire le trending We Want Cody, qui était le trending Twitter numéro 1 pendant très longtemps. Les fans se sont soulevés et pour cause, je me suis soulevé aussi, je me suis exprimé et bon nombre de vous se sont exprimés dans les commentaires et dans la vie de tous les jours, j'imagine, sur les réseaux, etc. Vous avez fait entendre votre voix pour montrer votre mécontentement quant au scandale politique et créatif qu'est la présence du Rock et le fait qu'il ait poussé pour avoir son match face à Roman Reigns. Certaines news parlent aussi du fait qu'il aurait été censé remporter le match contre Roman, mais ça on en reparlera dans une vidéo news si je traite le sujet, nous verrons bien. Mais les fans ont été mécontents. Et c'est pour cette raison que le Monday Night Raw qui était présent ce soir, celui du 5 février, était attendu pour voir la réponse de la foule, ce que la WWE allait écrire, est-ce qu'elle allait écouter les fans, est-ce qu'elle allait réagir, est-ce qu'elle allait revenir sur ses pas, qu'est-ce qui va se passer. Pour faire un petit résumé avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouvais que le show était loin d'être bon. Je trouve qu'il a eu un très bon opener, un bon main event, comme d'habitude, en général, que ces top stars sont toujours aussi bonnes en termes de promo ou en termes de match, mais comme d'habitude, il y a le problème des 3 heures et il y a beaucoup de remplissage, et là-dessus c'est un problème, mais aussi, on n'a pas eu toutes les réponses escomptées, et on est un peu resté le cul entre deux chaises. Mais quelque chose qui est rassurant. Et cette chose qui est rassurante, et on va le dire tout de suite parce qu'on va aborder le premier segment du show, ce qui est rassurant, c'est que la WWE écoute les fans et fait résonner leur voix. Elle ne les laisse pas dans le silence, elle ne les camoufle pas, elle ne les cache pas. Elle ne va pas camoufler les fans quand ils chantent Rocky Sucks, elle ne va pas camoufler les chants quand ils se révoltent, quand ils chantent We Want Cody, quand ils huent le rock. Elle va montrer les panneaux des fans avec le hashtag We Want Cody. Elle montre les fans qui se révoltent. La fédération fait ceci. Ce qui est rassurant, parce qu'on connaît le passif de la WWE en cas de scandale, et quand ils ont envie de faire taire quelque chose, ils vont faire taire quelque chose. Ils ne vont pas montrer les gens qui sont révoltés, etc. Quand ils ont envie de faire baisser la voix des gens, de baisser la voix du peuple, ils le font. Là, ils ne l'ont pas fait. Alors oui, sur YouTube, le segment qui a été présenté n'a pas... la partie où les fans chantaient Rocky Sucks n'a pas été montrée sur YouTube, mais ça c'est aussi pour une raison de chaîne, c'est que vu que les fans chantent Rocky Sucks, ce qui est une insulte, ils vont pas mettre ça sur YouTube. Donc bref, faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Quand je vois la production, quand je vois ce segment d'ouverture, excusez-moi, qu'on va détailler, on a Seth Rollins, le champion du monde poids lourd, qui fait son entrée et qui va un petit peu résumer la situation de vendredi, et à peine il va dire, et avec ce qui s'est passé vendredi, les fans vont commencer à huer. Il n'a même pas besoin de mentionner le Rock que les fans vont commencer à huer. Le Rock se fait unanimement lier dans la foule. Ce qui est du jamais vu. Cody, il est un peu sur le cul et il fait... C'est incroyable ce qui se passe, mais maintenant j'ai besoin d'avoir une réponse. J'ai besoin de savoir. Alors Cody... ramène ton cul ici parce que les fans te veulent, mais moi aussi je te veux pour ta réponse. Qui c'est que tu vas choisir à WrestleMania? Musique de Cody, qui a rarement eu une aussi grosse pop, les fans étaient heureux de le voir, lui il était ému, il voyait les panneaux We Want Cody, etc. Il voyait tout cet amour des fans, et pour une fois, la tristesse et le plein d'émotions qu'a Cody Rhodes est complètement compréhensible là-dessus, on peut que le comprendre, et à sa place beaucoup de gens auraient été extrêmement émus parce tout cet amour, ce plein d'amour que les fans lui donnent après tout ce week-end. Ça fait le week-end entier que le mec il voit que les fans l'aiment comme pas possible, tu m'étonnes qu'il soit légèrement ému. Il arrive sur le ring et Seth va dire à Cody, voilà, la semaine dernière j'ai montré pourquoi mon titre, je t'ai dit les termes, mon titre est le plus prestigieux de tous, ce qui a fait huer les fans. Et ça j'ai adoré. Non Seth, pour la dernière fois, ton titre n'est pas le plus prestigieux de tous. Ton titre n'a même pas encore 1 an d'existence. Il n'est pas prestigieux, ce n'est pas le titre le plus prestigieux de la compagnie. Arrête de te mentir à toi-même. Mais encore une fois, cela fait sens avec son personnage. Tous les propos de Seth Rollins, bien que je les trouve faux et qu'ils me fassent rire, je les trouve, j'en parlais la semaine dernière, je les trouve logiques avec son personnage. Et je trouve logique que son personnage supplie Cody de l'affronter. Alors, attends,
écoutez-moi bien ça, entendez-moi bien plutôt ça diminue le star power de Seth Rollins, ça le place un peu en second, le champion est obligé de supplier le challenger pour l'affronter, mais c'est logique aussi, il y a deux champions, il y en a forcément un qui va être au-dessus de l'autre, il y en a forcément un qui va être plus prestigieux que l'autre, et dans ce cas présent, Roman Reigns est plus prestigieux, a un titre plus prestigieux que Seth Rollins, donc tout cela fait sens. Ils se mettent dans leur propre merde dans cette situation en ayant deux championnats. Ça, c'est leur faute, c'est la faute de la compagnie. Et il ne devrait y avoir qu'un seul champion à la WWE. Ça, je l'ai suffisamment dit, mais bon. Continuons. Et alors que Cody allait faire son choix, alors que Rollins le suppliait encore une fois de l'affronter, la musique de McIntyre. Et McIntyre rentre avec un gilet noir. Et là j'étais surpris, j'ai fait tiens, un gilet noir, on se croirait à la EW, le mec fait très impersonnel, il n'y a pas beaucoup de charisme et de présence. Je veux dire, normalement tous les superstars, tous les top talents, ils ont des tenues quand même assez uniques qui les mettent over. Enfin, Cody Rhodes en costard, Seth Rollins avec ses tenues extravagantes, et McIntyre n'a pas ce genre de tenue, mais il se met en général en t-shirt où il peut montrer en avant ses énormes bras, et ce qui le rend aussi over, qui montre toute la puissance du bonhomme. Là il arrive en gilet noir, ça camoufle toute sa morphologie extérieure. Je fais tiens, mais c'est bizarre, pourquoi il arrive comme ça le descend un petit peu. Non, c'est tout à fait logique, parce qu'il arrive en gilet noir. Et qu'en arrivant sur le ring, il va enlever son gilet et montrer un t-shirt avec un vieux montage où il est accoudé à une tombe. Sur la tombe, c'est marqué le main event de CM Punk 2024-2024 et il la regarde en souriant énormément. Bref, c'est du génie, c'est extrêmement drôle et ça montre encore une fois toute la dégueulasserie du personnage de Drew McIntyre qui a agressé CM Punk la semaine dernière en le blessant, en attaquant directement son triceps qui est littéralement, véritablement déchiré. Donc, superbe travail de Drew McIntyre en termes de heel. Et encore une fois, il va faire une promo qui n'est pas mémorable. Il ne va pas dire de grandes choses, ça va pas faire énormément avancer l'histoire. Mais encore une fois, une promo qui est extrêmement intéressante. Et dans ce segment comprenant Seth Rollins, Cody Rhodes et Drew McIntyre, la personne la plus intéressante, c'était Drew McIntyre. Il fait le meilleur travail de sa putain de carrière à l'heure actuelle. Il est hyper intéressant. Et je suis accroché à tout ce qu'il dit. Il va enchaîner fait sur fait sur fait sur fait. Et bien que cela soit cool, ça force la compagnie à mettre Drew, qui est le heel, qui est la personne qu'on est censé huer. En général, là on a deux top stars babyface et un heel dans le ring, on est censé huer Drew. Mais au vu de la situation et au vu que actuellement le Rock est le plus gros heel de la compagnie, celui que les fans détestent le plus, on a Drew McIntyre qui est le seul dans la compagnie en termes de top talent à pouvoir dire des propos de babyface à Cody Rhodes. C'est pas très clair, mais en gros, Drew McIntyre, le heel, va dire à Cody, tu dois terminer ton histoire. Drew McIntyre dit ce que les fans disent. Le heel est obligé de dire des propos de face parce que c'est pas Seth Rollins qui va dire ça à Cody Rhodes, parce que Seth veut que Cody l'affronte, c'est son objectif. Et du coup, on est obligé d'avoir le heel qui dit des propos de babyface qui doit encourager Cody Rhodes. Encore une fois, ça rend le personnage de Drew hyper intéressant, mais je sais pas, c'est... Comment dire ? Ils ont pas vraiment le choix, à vrai dire. La WWE n'a pas vraiment le choix. C'est pour ça que je vais pas bâcher la chose, parce que je vois dans quel pétrin ils sont, je vois dans quelle situation ils sont. Peut-être qu'ils auraient pu faire dire Sami Zayn sur deux choses à Cody Rhodes. Peut-être que Sami Zayn aurait dû dire à Cody, Cody, tu as terminé ton histoire, mais on va voir qu'à la fin du show, il va le dire. Ça n'a pas été diffusé à la télé. Mais j'ai vu ça à la fin du show sur YouTube, alors que le show n'était plus diffusé. Il y a Sami qui va faire une promo et qui va dire à Cody qu'il doit terminer son histoire. Bref, il a dit les mêmes choses, donc bref. Mais tout est tellement flou et la compagnie se trouve tellement dans la merde et est obligée de tellement changer ses plans. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on a un peu une WWE contre TKO. Une WWE contre la force et le push qu'a fait Dwayne Johnson, le Rock, pour se mettre sur le devant de la scène. J'ai l'impression que Nick Khan et Triple H se rebellent contre ça. Et malheureusement, ils n'ont pas vraiment les moyens de le faire. Ils n'ont pas trouvé d'autres moyens que de faire dire à Drew McIntyre, le dernier top talent de la compagnie, puisque CM Punk n'est pas présent, que doit dire des propos de face. Bon bref, c'était assez étrange et du coup cette promo ne sera jamais mémorable.
elle renforce encore une fois la crédibilité des personnages, mais voilà, ils n'avaient pas d'autre chose à faire. Suite à ça, évidemment, il va dire à Rollins, et en plus Rollins, putain, tu vas continuer à m'ignorer sans déconner, alors que je t'ai aidé, tu détestes ce CM Punk autant que moi, je l'ai écarté des rings, donc putain, pourquoi tu me donnes pas ce match pour WrestleMania? Et Seth dit, mais Drew, à quel instant tu penses que si Cody ne me choisit pas, moi je te choisirais toi pour un match à WrestleMania, mais tu te fourvoies, je suis à 2-0 contre toi, tu as déjà perdu contre moi. Et là, Drew va encore une fois lancer une pique magistrale. Elle va dire, mais attends, mais t'es pas à 0-3 face à Cody Rhodes? Genre, mon coco, c'est pas un argument en fait. Et on va voir le début de la dispute entre Cody et Drew McIntyre. Et c'était fantastique. Et encore une fois, ça montre que ce que les gens veulent voir à WrestleMania, c'est évidemment Roman Reigns contre Cody Rhodes, la revanche. Et l'autre match, Drew McIntyre contre Seth Rollins, qui est le meilleur match pour Seth Rollins à WrestleMania. Parce que je ne pense pas qu'il affrontera Gunther. Le meilleur adversaire pour Seth Rollins, c'est Drew McIntyre parce que de une, il le mérite. Et de deux, parce que ça peut être son meilleur adversaire. Parce qu'encore une fois, les promos qu'ils peuvent faire tous les deux peuvent être fantastiques. Et on peut avoir un nouveau champion en la personne de Drew McIntyre qui a amplement mérité cette posture par rapport au travail qu'il a fait, par rapport au fait que c'est son meilleur travail de toute sa putain de carrière. Donc bref. Un segment qui ne pouvait pas être mieux, j'imagine. Ils font mieux avec la situation actuelle, mais ils n'ignorent pas les fans. La fédération n'ignore pas les fans et fait entendre la voix des fans. Ce qui est rassurant. Peut-être un petit peu maladroit, peut-être qu'il ne faut pas donner trop de sympathie à Drew McIntyre. Il ne faut pas faire en sorte que Drew McIntyre devienne the voice of the voiceless, comme CM Punk, parce que ça ferait de Drew un babyface et c'est pas le but. Mais justement, ils ont fait en sorte que Drew, à la fin du segment, foute un énorme coup de boule de nulle part à Seth Rollins qui est encore blessé, ce qui montre que c'est toujours bel et bien un heel, mais qui dit les faits et qui dit la vérité, mais qui reste une grosse pute. Donc, ça marche, pourquoi pas, ça marche, et honnêtement, Drew fait un travail impeccable, il arrive à être extrêmement juste, donc c'est logique avec son personnage, donc bravo la fédération, qui a fait de son mieux pour réparer les blessures. Et pour le reste, je pense que je vais directement parler du main event parce que on va voir qu'il n'y a pas énormément de choses à parler dans ce show. Il y a 2-3 segments évidemment, mais dans le main event, on a encore eu Cody Rhodes qui va terminer sa rivalité face à Shinsuke Nakamura dans un bull rope match. Un bull rope match, c'est un match où les deux adversaires sont liés par le poignet avec une corde avec une cloche de vache, quoi, une cloche de taureau. Donc c'est un match sans disqualification où il n'y a pas d'échappatoire, les deux adversaires vont toujours être liés, donc vont toujours se foutre sur la gueule, et c'était un bon match de catch. C'était un match classique, Nakamura va essayer de fuir au début, un travail de heel tout à fait classique mais qui fonctionne, Cody va le rappeler à l'ordre, Cody va utiliser la corde pour défoncer Nakamura sur le coin du ring. Ça marchait extrêmement bien, et à un moment Nakamura va commencer à prendre le dessus. Il y a eu une prise où j'ai eu vraiment peur parce qu'à un moment la jambe de Nakamura s'est emmêlée dans la corde et il a fait un coup de pied retourné. Et là j'ai vu la cloche de taureau aller à une vitesse phénoménale vers la tête de Cody Rhodes et j'ai cru qu'il s'était pris une gifle de la cloche. Et là j'ai eu extrêmement peur pour lui, j'ai fait oh non, par pitié, ne sois pas blessé. C'est le pire instant pour être blessé, Cody, il ne faut pas que tu sois blessé. J'ai eu très très peur, heureusement il ne s'est pas pris le coup de la cloche de taureau. Mais bref, Cody revient, Cody arrive, c'est un gros comeback, les gens sont à fond derrière lui, c'est un putain de bon babyface. Et là, alors qu'il s'apprête à écraser la tête de Nakamura avec la cloche, Nakamura sort le mist de nulle part. Même moi, je m'y attendais pas alors que Nakamura fait son mist tout le temps, comme quoi il a été extrêmement bien exécuté. Et Cody va vendre le mist, il arrive à placer son code Rhodes, mais il doit vendre comment dire, le fait que le mist lui brûle les yeux. Et donc là, ça lui brûle les yeux, il arrive à faire le tomber. Nakamura kick out et le match continue. Cody va finalement réussir à faire un nouveau crossroads pour la victoire après avoir laté les couilles de Nakamura avec la corde. Du travail de babyface classique avec ce type de stipulation. Encore une fois, on aurait cru voir Dusty se battre, hein, c'est toujours pareil avec Cody, mais c'est fantastique. J'apprécie énormément son travail. Il remporte la victoire, grosse pop de la foule, et à la fin, McIntyre va revenir pour agresser Cody Rhodes. Encore une fois, ça renforce le fait que Drew, malgré le fait qu'il lance les faits et malgré le fait qu'il soit la voix des sans-voix, la nouvelle voix des sans-voix,
eh bien ça reste un heel et est là pour agresser le babyface. Cela étant dit, pour moi, il ne faut pas s'inquiéter d'un McIntyre contre Cody Rhodes à WrestleMania, puisque je ne pense pas que ça arrivera. C'est juste pour faire peur, c'est juste pour lancer de futures rivalités. Et honnêtement, si Cody devient champion ou si Drew devient champion, la rivalité entre Cody et ce dernier sera fantastique, exceptionnelle. Et j'ai rien à dire là-dessus, j'ai hâte de voir ça. Mais encore une fois, ça renforce ce côté flou. On ne sait pas où on va. On n'a aucune idée de où on va parce que le facteur The Rock est tellement puissant et je ne sais pas si la WWE sera capable de faire taire le Rock. J'ai envie d'aborder un point intéressant, c'est que pour tous ceux qui pensent que ce qui s'est passé à SmackDown vendredi, je parle bien de ce qui s'est passé à SmackDown comme c'était présenté, les gens pensent que c'était un work. Que les gens pensent que la fédération a fait exprès pour faire parler d'elle, pour évincer le scandale Vince McMahon, à utiliser la notoriété du Rock et à faire tout ça pour effacer le scandale et pour de deux, faire peur aux fans, faire parler de la fédération, etc., donner de la visibilité au show. Tous les gens pensent que tout cela est un work depuis le début. Non. La vérité là-dedans, c'est oui, je pense sincèrement que la fédération et le Rock ont utilisé comme argument le fait de pousser un peu cette affiche, de pousser le Rock qui arrive pour confronter Roman Reigns pour évincer un petit peu le scandale McMahon, pour que les gens ne parlent que du Rock et de Roman Reigns, pour que voilà, on efface un peu tout le scandale. Là-dessus, j'y crois à 100%. Là-dessus, c'est une bonne raison. Et je vois bien TKO et le Rock pousser à ce niveau-là. Et le Rock, par contre, utiliser cet argument à son avantage. Parce que pour croire que le Rock fait tout cela pour rendre le produit un petit peu flou et pour salir son image, pour booster Cody Rhodes, pour qu'il aille son main event à WrestleMania, pour faire peur aux fans, bref, pour que le Rock utilise ça dans le but d'élever Cody Rhodes, là, vous fourvoyez. Là, c'est une connerie sans nom. Je n'y crois pas une seule seconde. Et la seule raison est que le Rock a fait la même chose, a fait le même coup de pute à Warner avec tout ce qui se passe avec Black Adam, avec le DCU. Il fait la même merde. Il a rendu le tournage de Black Adam infernal. C'est son ego qui parle. C'est lui qui doit être mis en avant le film. C'est toujours le Rock et le côté... c'est un super badass, il est super fort, il est super cool, tout le monde l'aime, etc. Et lui, il aime tout le monde. C'est son image avant tout, et c'est son image avant le personnage qu'il incarne. Ce sera toujours ça avec le Rock, et c'est pour ça qu'il tourne que dans des films de merde où le Rock joue toujours le même putain de personnage. C'est pour cette raison précise. C'est qu'il a une équipe de businessmen à ses côtés, lui aussi c'est un businessman, et c'est son image qu'il vend tout le temps. Donc, il pourrit des tournages, il pourrit un produit créatif créé. Alors, encore une fois, je pense que même sans ça, le film Black Adam aurait été une grosse merde. J'imagine. En général, c'est pas forcément des bons films. Mais il va quand même salir le travail d'une équipe créative au cinéma pour le bien de son image. Et il y a eu déjà un backlash à ce niveau-là avec les fans du DCU à l'époque. Et les gens ont chié sur Black Adam comme pas possible. J'ai pas vu le film, je m'en fous après tout, mais bref. C'est la même merde ici. C'est exactement la même merde ici. Une équipe créative qui se casse le cul à faire une storyline qui dure depuis plus de 2 ans, avec Cody qui veut être numéro 1, qui doit être le grand champion, le grand babyface qui vaincra enfin Roman Reigns, qui nous sauvera enfin de son règne interminable. Tout ce build-up est construit depuis 2 ans. Qu'il gagne ou qu'il échoue, cette histoire nous a raconté depuis 2 ans et le Rock arrive et fout tout ça à la poubelle pour satisfaire son ego, parce que c'est lui la star, parce qu'il se met en avant, parce que c'est lui la grosse traction, selon lui. Et il pourrit les plans créatifs depuis le début. Je pense sincèrement que ce qui s'est passé à SmackDown, ce n'était pas un work. Et je pense sincèrement que Cody s'est fait chier dessus. Maintenant, ce qui risque de se passer à l'avenir sera un work. Et je l'espère. Et je l'espère que la WWE et TKO vont se rendre compte du backlash du Rock et que le match Roman contre le Rock n'a aucun intérêt. Ou peut-être qu'il en a un, peut-être que Roman sera le grand babyface et le Rock le grand méchant. Mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Ce serait pas plus intéressant que Roman reste méchant jusqu'au bout, que Cody enfin batte Roman ? Ce serait pas plus intéressant ça, que plutôt que rendre le personnage de Roman, le faire switcher un babyface pendant une petite péripétie à WrestleMania, rien que ça ? Ça fait aucun sens.
Donc, je ne sais pas comment la compagnie va réagir. Les gens maintenant parlent d'un triple threat. Les gens aimeraient voir un triple threat entre Cody, Roman et le Rock. J'ai même pas envie de voir ça. Mais maintenant, ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que j'ai pas forcément envie de voir le Rock en arbitre spécial maintenant. Si le Rock veut conserver une place de babyface, qu'il soit dans un triple threat ou dans un match où il arbitre spécial à WrestleMania, il doit présenter publiquement des sortes d'excuses, pas forcément des excuses en mode je suis désolé de m'être mis en avant, mais une sorte de retournement scénaristique où ce personnage va dire non, j'ai bien réfléchi et c'est bien le moment de Cody Rhodes. J'affronterai mon cousin, je le remettrai à l'ordre, mais ce match il n'est pas pour moi. Peut-être que le fait qu'il dise ça publiquement, ça peut le faire pardonner aux yeux des fans. S'il veut garder son image, une belle image, ça peut marcher. Ou alors, on utilise cette nouvelle notoriété de lui en tant que heel, et du coup, on intègre Cody Rhodes dans ce match pour que ce soit un triple threat. Je trouve ça sacrément dommage. Mais peut-être qu'il n'y a plus vraiment le choix. Peut-être que le Rock a tellement poussé pour avoir son match à WrestleMania qu'ils ne feront pas machine arrière là-dessus. Donc peut-être que ce sera un triple threat. Je trouve ça extrêmement dommage. Parce que pour moi, si le règne de Roman Reigns doit s'arrêter, ça va être dans un 1 versus 1. Peut-être que son règne légendaire s'arrêtera maintenant dans un triple threat. Même Roman doit avoir les boules si c'est le cas. Même Roman Reigns doit avoir les boules. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'en sais rien, ils sont en train de faire au mieux pour sauver les meubles. Clairement, j'en ai l'impression. Ce qui est sûr, c'est que on aura la réponse bientôt, ce jeudi, parce que ce jeudi, ils ont tout le show de Raw a buildé le fait que ce jeudi, on aura le kick-off de WrestleMania, la conférence de presse avant WrestleMania, où on aura Roman Reigns, le Rock, Cody Rhodes, tous les grands champions pour WrestleMania seront présents, et c'est ici que les matchs seront officialisés. Et je n'ai jamais vu une conférence de presse être autant hypée et autant me hyper, parce que c'est clairement ici qu'on aura des réponses. C'est là. Une conférence de presse, c'est officiel. Ça rend les choses officielles. On aura les face-à-face entre Roman Reigns, le Rock. Est-ce que Cody Rhodes va se ramener? Est-ce que c'est ici que le Rock va faire un speech d'excuses? J'en ai aucune idée. Mais c'est là où tout va se passer. Bref, nous verrons bien, mais je trouve qu'actuellement, la compagnie est un petit peu dans une phase de transition un petit peu chelou où elle ne sait pas vraiment quoi faire, où elle essaye d'arranger, de sauver les meubles le plus possible, mais c'est forcément très maladroit parce qu'elle est dans la merde, la compagnie actuellement, elle est dans la merde. On va parler du reste du show maintenant. Pour le reste du show, ce qu'on a eu, c'est un moment assez intéressant, assez hot, assez hype. Au bout d'une heure de show où Rhea Ripley va un petit peu s'introduire dans le show de Raw dans un segment qui n'était pas prévu dans le kayfabe, où elle va prendre le micro et hurler Nia Jax, je te veux sur le ring maintenant, je te veux sur le ring pour te péter la gueule et tout, etc., etc. Elle est vraiment en colère et quand je vois Rhea Ripley arriver, la présentation, le charisme, le star power et elle, l'intensité de sa promo, mais putain, mais quelle putain de star Rhea Ripley, mais quelle putain de star, elle est tellement au-dessus du game. L'intensité de sa promo, j'ai rarement vu ça dans le catch féminin. J'ai rarement vu ça. Et Rhea Ripley, je crois sincèrement que c'est la seule catcheuse qui m'accroche autant. Elle m'accroche comme personne. Et je ne suis pas le seul qui ressent ça, je pense que beaucoup de fans le ressentent. Elle est tellement au-dessus du game, à chaque fois qu'elle apparaît, c'est la seule qui peut prétendre rendre, et je suis très fier d'elle pour ça, et beaucoup, elle doit être très fière d'elle aussi. Elle rend le catch féminin, sincèrement, aussi intéressant que le catch masculin. Et non pas par une question de les femmes et les hommes doivent être égalitaires, non, en termes de pur ressenti objectif. Quand Rhea Ripley est devant mon écran et devant votre écran, je suis sûr et certain qu'on ressent tous que c'est aussi intéressant que quand on voit les Punk, les Cody, les McIntyre. Elle arrive à avoir cette même intensité, ce même star power. Et je suis trop content de ça. Bref, c'est une putain de star. Et j'ai hâte de voir ses confrontations face à Jade Cargill, face à Bianca Belair, face à toutes ces personnes. Je trouve qu'elle style de show à chaque fois. Mais bref, elle appelle Nia Jax parce qu'elle a les boules contre Nia Jax qui l'a agressée la semaine dernière. Et Adam Pearce arrive. Adam Pearce qui est dans le kayfabe dit à Rhea Ripley, Rhea, t'énerve pas, tout ça c'était pas prévu, donc ressens dans les coulisses, mais pour te calmer, avec ce qui s'est passé, j'ai rendu ton match face à Nia Jax officiel et il aura lieu à Elimination Chamber. Et c'est exactement ce qu'il fallait.
C'est fou, ce sera en Australie et Rhea Ripley sera chez elle. Elle affronte Nia Jax qui est sûrement la catcheuse la plus détestée de la compagnie. Donc on va avoir un pur match babyface contre heel qui va être génial. Je ne pense pas que ce soit le main event. Peut-être que ce sera le main event, peut-être que ce sera le main event. J'en ai aucune idée, mais ce serait bien. Pourquoi pas, nous verrons bien. Mais on aura ce match et j'ai hâte de voir ce match parce qu'il y a une vraie tension qui se ressent et Nia Jax va arriver sur le ring. Et il y a une vraie tension qui est palpable. Les deux vont commencer à se ruer de coups. Nia, elle va hurler sa race. Nia fait le meilleur travail de sa putain de carrière contre Rhea Ripley. Elle paraît. Alors, elle est toujours pas bonne en promo, mais par contre, dans l'agressivité, dans les segments en tension, en confrontation, elle est bien Nia Jax à ce niveau-là. Et elle va encore une fois utiliser son finisher. Elle va écraser Rhea de tout son poids. J'ai l'impression qu'elle a raté la prise, encore une fois. La semaine dernière, elle avait réussi la prise parce qu'elle avait bien tenu les cordes. En fait, pour savoir quand vous faites cette prise, la prise de Nia Jax, où elle se met sur la troisième corde et elle saute et elle écrase son adversaire qui est par terre avec son cul. Quand vous faites ça, pour travailler de manière sécurisée, il faut bien garder la troisième corde, il faut bien la tenir fermement. Il faut bien tenir fermement parce qu'il est important que on allège le poids. Si on lâche la corde, pour le coup, il n'y a pas de manière safe de le faire. Nia écrase Rhea de tout son poids. En lâchant les cordes, elle va écraser Rhea de tout son poids. Donc pour faire cette prise de manière sécurisée, il faut que Nia tienne les cordes jusqu'à ce que son cul touche Rhea Ripley. Et une fois que son cul touche Rhea Ripley, là elle lâche la troisième corde. C'est comme ça qu'on fait la prise de manière sécurisée. Cela étant dit, j'ai l'impression que, encore une fois, comme la toute première fois, il y a plusieurs semaines où elle avait fait ça à Rhea Ripley, je crois qu'elle a encore une fois lâché la troisième corde. J'ai l'impression, je ne suis pas sûr, il faudrait voir la scène au ralenti, mais c'est en faisant ce genre de choses qu'on peut blesser sévèrement la championne, et ce serait con que ce soit le cas. Et après, elle va lui foutre une méga tarte dans la gueule. Donc j'espère que Rhea Ripley va bien, j'espère que la prise n'était pas botchée. Mais faut qu'elle fasse attention à elle, parce que j'ai beau dire que Nia fait le meilleur travail de sa carrière, ça reste une catcheuse extrêmement dangereuse qui a blessé beaucoup de lutteuses. Donc une fois que ce match sera fait, par pitié, qu'on l'écarte des écrans, par pitié. Et ensuite, un autre segment qui était très intéressant, c'était la célébration des 600 jours de champion de Gunther. 600 jours en tant que champion intercontinental. Et donc, il y a une célébration. On a mis des poteaux dans l'arène, des poteaux gréco-romains. Parce que c'est Imperium, c'est le prestige. Ludwig Kaiser qui fait tout le build-up pour présenter Gunther, qui fait son entrée. Lui aussi, c'est une putain de grosse traction. C'est pas encore une méga star, mais encore une fois, quel charisme, quelle dangerosité, quelle aura dangereuse, quelle aura de gros bully le mec il a, c'est exceptionnel. Et il va commencer du coup à faire une promo pour se célébrer et dit que plus personne ne peut le vaincre, que c'est plus une question de jours, c'est juste une question que de toute façon il a beau être champion 600, 700, 800, 1000 jours, le fait est que c'est le champion intercontinental avec le règne le plus long de l'histoire de la fédération. Et rien que ça, c'est le plus gros accomplissement de sa carrière. Donc il a déjà tout accompli. Et il dit que plus personne ne peut le battre. Et la musique de Jey Uso. Et Jey Uso va avoir une grosse pop. Et je suis content de voir enfin un adversaire assez sérieux pour Gunther. Un adversaire de mid-card embelli. Un adversaire avec une pop, une énorme pop. Ça aurait pu être aussi un Sami Zayn par exemple, ça aurait fait le même taf. Mais Jey Uso est vraiment aimé des fans. Jey Uso a eu des matchs contre Roman Reigns. Jey Uso a été dans le main event plusieurs fois. Donc c'est un adversaire babyface à prendre au sérieux. Et encore une fois, j'aime beaucoup le côté unique qu'a Jey Uso parce qu'il va faire une promo. Et il y a que Jey Uso qui fait des promos comme ça. Alors évidemment, son frère Jimmy fait aussi des promos pareils. Mais cette manière de faire des promos, c'est le seul à en faire pareil. À faire des promos en forme de rap un petit peu comme ça. Enfin, je le trouve très unique. Et encore une fois, je suis pas ultra fan de Jey Uso parce que je trouve que son talent dans le ring, ce qu'il fait dans le ring n'est pas exceptionnel. Il a du mal, je trouve, à traduire à mettre over un petit peu son personnage de babyface dans le rythme et dans les mimiques. Je trouve qu'il a un peu du mal à se mettre over dans le ring, mais par contre son talent en promo et son aura, son apparence, tout le côté unique, ça il le maîtrise comme pas possible. Je comprends pourquoi les fans adorent Jey Uso. J'aime bien Jey Uso pour ma part. Mais du coup, il fait sa promo face à Gunther et Gunther va lui latter la gueule en promo.
va lui faire, écoute, si tu veux un match contre moi, pas de problème, tu l'auras, mais tu vas regretter très vite parce que je vais tellement te bully si fort, mais si fort que tu vas regretter les jours où tu étais, où on n'arrivait même pas à faire la différence entre toi et ton cousin. Et ton frère, pardon. C'était parfait, c'était une pique phénoménale et Jey Uso va se rebeller, il va se mettre à agresser Gunther. Évidemment, Ludwig et Giovanni Vinci vont commencer à frapper Jey Uso, l'empêcher d'agresser le ring général. Et alors qu'ils sont à 3 contre 1, on a le New Day, Kofi et Xavier Woods qui arrivent. Et c'est logique, ils sont en rivalité contre Imperium depuis plusieurs semaines. Et bref, on a ce face-à-face entre Jey et le New Day face à Imperium dans son intégralité. Et ça tease le match de la semaine prochaine, on aura du coup Gunther et Imperium face au New Day et Jey Uso. Encore une fois, programme très logique, très bien teasé, et j'ai envie de voir ce match. J'ai envie de voir ce match. Peut-être que ce sera le main event. En tout cas, ça me rappelle un peu ces affiches qu'on avait à Collision, à l'époque où il y avait CM Punk, justement. Ces grosses affiches 3 versus 3, avec des heels assez over, et des babyface, une équipe forte avec un top babyface. Bon, Jey Uso n'est pas CM Punk, mais ça me rappelle un peu ces affiches à Collision, et je pense que le match peut être extrêmement bon. Nous verrons bien. Et c'était pour tout ce qu'il y avait de vraiment intéressant lors de ce Monday Night Raw. Pour le reste, je trouve que c'était sincèrement du remplissage ou des matchs pas vraiment intéressants. Les gens ont beaucoup aimé apparemment le Fatal 4-Way Tag Team Match. En gros, 4 équipes qui s'affrontent. J'aime pas ce type de match. C'était pour déterminer qui allait être le number one contender pour le Judgment Day, pour le match par équipe en affrontant le Judgment Day. Et c'est DIY qui l'a emporté. Je pense que c'est la bonne solution parce que le New Day est déjà dans une rivalité. Imperium est dans la même rivalité. Et les Creed Brothers ne sont pas prêts pour l'instant. Ils viennent de NXT, ils ne sont pas encore prêts pour un match cette envergure. Donc DIY était l'option logique. Après, je suis pas fan de ce type de match où c'est rapidement le bordel dans le ring. Et puis la règle de les adversaires peuvent se taguer en taguant des adversaires. Bref, ça fait pas beaucoup de sens, je trouve, ce type de match. C'est étrange. Bref, bonne décision, les fans ont aimé, tant mieux pour eux. Ensuite, on a eu Becky Lynch contre Shayna Baszler pour qui allait se qualifier dans l'Elimination Chamber féminin. Un match qui a un peu d'histoire parce qu'on se rappelle en 2020 où Shayna Baszler était hyper over, elle était buildée extrêmement forte, elle avait laté les couilles de toute la compétition dans l'Elimination Chamber. Donc ils ont rappelé un petit peu l'historique et le match est sympa sans plus. Becky Lynch prend la victoire, ce qui est logique puisque Becky c'est la personne la plus intéressante avec Bianca Belair et Jade Cargill pour affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Nous verrons bien qui on a. On a aussi une petite promo backstage avec Liv Morgan qui fait moi aussi je serai dans le Chamber et moi aussi je vais battre et j'affronterai Rhea Ripley. Elle est nulle. Non, je suis désolé pour ceux qui aiment Liv Morgan, mais c'est pas qu'elle est nulle, c'est pas elle, c'est pas ce qu'elle dit, c'est son aura, quoi. Qu'est-ce que je vous dis, elle fait poupée avec des grands yeux bleus comme ça, et je vais tout gagner. Et elle fait 1m20, quoi. J'ai compliqué Liv Morgan, désolé pour ceux qui l'aiment, mais moi je trouve ça compliqué. On a eu Akira Tozawa et Maxime Dupri contre Aiva Rivalala qui en a quelque chose à foutre. On a eu Le Miz qui affronte Madonna et évidemment Le Miz l'emporte. Évidemment Madonna est un jobber et Madonna perd contre tout le monde. Là c'est parce que R-Truth est intervenu et a enfin utilisé sa comédie dans le bon sens. Normalement je suis pas trop fan quand R-Truth implante de la comédie et rabaisse un petit peu le Judgment Day. Ce qu'il avait fait dans le main event avec Damien Priest, j'ai vraiment pas aimé ce qu'il avait fait, ça avait pris trop de place dans le main event et je suis pas trop fan du fait que la comédie descende la top faction heel. Là, en l'état, R-Truth va utiliser la comédie, va utiliser hey Dominique, viens faire un câlin, etc. pour aider le Miz. Donc il utilise sa connerie, son côté maladroit, goofy. Mais tout est prévu, le mec fait pas ça par bêtise, il fait ça pour manipuler et pour aider le Miz et à faire pareil avec Madonna. Il va lui filer de la thune, faire gros, voilà enfin ta part, et Madonna va être en mode mais qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Mais il fait ça dans le but d'aider le Miz. Donc là encore une fois, le R-Truth utilise enfin la comédie dans le bon sens. Et là j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien l'utilisation de son personnage parce qu'il est pas con.
il est malin, il utilise son aura, ce que les gens pensent de lui, à l'avantage de ses véritables amis. C'est logique. Et enfin, j'aime bien R-Truth. Voilà, là j'ai bien aimé R-Truth. Et ce qu'on a eu d'autre, c'est la revanche pour les Women's Tag Team Title, Kaden Carter et Katana Chance qui affrontent Asuka et Kairi Sane, le pirate. Match sympa sans plus. Les Katana Chance et Kaden Carter ont fait des cabrioles. Voilà, évidemment les Kabuki Warriors ont remporté leur titre, ont conservé leur titre, c'est la bonne décision, évidemment. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Le show aussi a fait une petite vignette, un petit vlog encore une fois sur le séjour de CM Punk sur la table opératoire. Le mec a eu son opération au triceps, elle s'est bien passée, tant mieux pour lui. Et maintenant, il va se préparer, il a dit que son retour allait être le plus mémorable de tous les temps. Je l'espère bien, j'ai hâte de voir le Punk de Chicago de retour sur les rings. Et c'était tout pour ce Monday Nitro. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bande de fans de catch. On se retrouve demain pour les news. Prenez soin de vous.